Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Cela fait plus de 2 ans et demi que Abdelmajid Tebboune a été installé à la tête du pays, à la présidence de la République. Une parodie d'élection dont tous les Algériens savent les dessous. Il a donc fait, ce monsieur, plus de la moitié de son mandat. Pourtant, il ne s'est pas risqué une seule fois, en ces 2 ans et demi, à visiter le pays, à déambuler dans les villes d'Algérie, voire même à s'offrir un bain de foule pour nous convaincre qu'il avait bien raison d'affirmer qu'il était le président le mieux élu dans l'histoire du pays. Non, il ne l'a pas fait. Pas une seule fois. Même quand sa présence au milieu des Algériens était plus qu'impérative. Pas une seule fois. En 2 ans et demi. Jamais. Il a préféré faire jaser dans les chaumières et dans les réseaux sociaux, confirmer l'évidence qu'il avait une peur panique de la rue algérienne, de sa réaction, et tout particulièrement de ses huées. Rappelez-vous ce slogan du Hirak qui a été clamé aux 4 coins de l'Algérie. Tebboune mzawar jabouh al-askar. Traduction, Tebboune est le fruit de la fraude, il a été imposé par les militaires. Oui, il ne s'est jamais risqué à s'offrir un bain de foule parce qu'il connaît son impopularité. Et il sait aussi très pertinemment qu'il ne peut pas se permettre d'être plus fragilisé qu'il ne l'est déjà, tout particulièrement à l'international. Imaginez avec moi, mes chers amis, imaginez un peu Tebboune dans n'importe quelle ville d'Algérie avec un tel slogan, Tebboune mzawar jabouh al-askar, repris avec force par les foules, comme d'habitude, mais avec Tebboune au milieu. Imaginez. Imaginez qu'une telle scène puisse être relayée à l'international par toutes les chaînes du monde. Et si vous avez bien saisi le contexte avec moi, alors vous conviendrez forcément que c'est un risque que Tebboune ne peut pas prendre, que les généraux ne peuvent pas permettre, ces généraux qui l'ont installé à ses charges, ni par ailleurs les services qui sont à la manœuvre, les services qui eux aussi ne peuvent pas accepter qu'une apparition publique de M. Tebboune au milieu des Algériens pourrait très mal tourner à l'international. C'est juste impossible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas sorti pendant 2 ans et demi. C'est pour ça que le meilleur argument, on est qu'après plus de la moitié de son mandat, il n'a visité aucune ville, ni marché dans aucune rue du pays, une seule fois. Tout simplement parce qu'il ne peut pas se permettre ce véritable luxe, ce luxe exorbitant pour quelqu'un qui a été installé par l'armée. Parce qu'il ne peut pas donner au monde entier une vraie image de son impopularité et donc celle des chefs de l'armée qui l'ont imposé au peuple algérien. Ce serait démasquer tout le régime. Alors, une question vient naturellement à l'esprit. Comment alors, et dans ces mêmes conditions, M. Tebboune a-t-il pris le risque de se rendre au stade où se tiennent les Jeux méditerranéens, au milieu de dizaines de milliers de spectateurs? Comment a-t-il pris un tel risque alors qu'il était accompagné de l'émir du Qatar, un partenaire capital pour le régime, alors qu'il était en présence d'une délégation de personnalités de plusieurs pays méditerranéens? Et comment les chefs de l'armée ont-ils pu accepter
de prendre un tel risque, alors que des huées contre Tebboune auraient pu provoquer l'irréparable pour eux, voire même un regain du Hirak, voire même et surtout l'humiliation de Tebboune et donc de tout le régime à l'international. Alors, revenons un peu en arrière, quelques jours avant l'ouverture des Jeux méditerranéens. Le commissaire des Jeux, Mohamed Aziz Darouaz, avait déclaré à la presse que plus de 18 000 tentatives de hacking, piratage Internet, ont été déjouées par les administrateurs du site Internet qui vendaient, écoutez bien, les billets à distance, par Internet, en ligne. Mais, nous dit-il, l'opération vente des billets par Internet a, malgré ces tentatives de sabotage, connu un franc succès, puisque plus de 20 000 tickets ont été écoulés en moins de 24 heures. Imaginez, une vente Internet en Algérie, plus de 20 000 tickets, moins de 24 heures. Et nous apprendrons par la suite que tous les billets ont été vendus dans les heures qui ont suivi, juste dans les heures qui ont suivi. Très bien. Tous les billets ont donc été vendus en l'espace de 2 jours. 32 000 billets. 32 000 billets vendus en ligne. Alors, la première question, comment une telle opération, une vente en ligne, a-t-elle pu être possible avec un tel succès sans aucun couac et malgré le piratage dans un pays où le débit Internet est l'un des plus faibles au monde, où ce genre de transaction, de vente en ligne, est quasiment inexistant, quasiment impossible à ce niveau-là, 32 000 tickets en quelques heures, en moins de 2 jours. Un pays où les clients habituels, ceux qui ont recours à Internet, rencontrent d'énormes difficultés à conclure des opérations autrement plus simples et qui se comptent sur le bout des doigts. Ce n'est pas 32 000, c'est juste acheter et vendre. C'est d'énormes problèmes. Une autre question. Est-ce qu'en l'occurrence, il n'y a pas eu d'achat groupé? Ça veut dire un seul acheteur. Un seul acheteur de ces 32 000 billets, ou du moins la quasi-totalité de ces billets. Et dans ce cas, qui est derrière cet achat groupé? Qui a acheté tous ces billets? Et si c'était un centre Internet contrôlé par qui on sait? Par qui? Par l'armée, par dit. Et si la quasi-totalité des gens qui ont donc pu avoir un billet étaient juste des militaires et des familles choisies, pour la plupart, parmi les proches du régime? Le FLN, le RND, le MENA, juste pour donner... Ça veut dire qu'avec les jeunes militaires qui étaient présents milliers, les encadrés par des familles, des enfants, ça donne plus de sens et plus de crédibilité, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas là la logique des choses? Des militaires comme ceux que leur chef envoie remplir les bureaux de vote, rappelez-vous. Des militaires qu'on envoie faire la claque pour faire croire à la popularité des uns et des autres, rappelez-vous. Des militaires qui ont reçu des consignes claires pour cette occasion, aller aux Jeux méditerranéens, chanter les louanges de Tebboune, crier son nom, faire croire aux opinions publiques internationales dont les caméras étaient sur place et faire croire à l'émir du Qatar que Tebboune est la coqueluche du peuple algérien, que contrairement à ce qu'espéraient certains esprits chagrins, pas un seul téléspectateur, pas un seul, n'a crié Tebboune Mzawar, Jabouh al-Askar.
Wahran, côté vitrine et côté arrière-cour. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, mais avant, je voudrais, si vous le permettez, revenir pour quelques instants sur la disparition de Matoub Lounès, Rabbi Yerhamou, lâchement assassiné le 25 juin 1998 entre son village et Tizi Ouzou, au lieu dit Aït Aïssi. Un assassinat qui n'a jamais été élucidé jusqu'à aujourd'hui. Les services et la justice aux ordres ont tout fait pour l'imputer à des lampistes, pour tenter de masquer les vrais commanditaires et les vrais complices et les vrais auteurs. La famille de Matoub Lounès, Rabbi Yerhamou, et les millions de gens qui continuent de l'aimer attendent toujours de connaître la vérité. Et la vérité éclatera bien un jour. Avec nous pour parler des Jeux méditerranéens qui se tiennent à Wahran, mais aussi d'autres sujets connexes, Idir Ounoughan, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver, malgré un peu de fatigue. Je suis encore positif Covid-19, alors je tiens à rassurer ceux qui ont pris de mes nouvelles. Et voilà, et je salue probablement mon ami Brahim Younsi. Merci. Brahim Younsi, qui est lui aussi, qui a pris froid. Vous êtes tous les deux... D'ailleurs, je lui ai dit tout à l'heure, vous êtes tous les deux enrubés, comme on dit. Brahim Younsi, ancien cadre du MNDA de 82 à 88, analyste politique, merci d'être avec nous. Je suis bien content de voir mon ami Idir. Bonsoir à vous, bonsoir à Idir. Je suis vraiment très content de le voir, même un peu fatigué, mais je ne suis pas covidé. Heureusement, j'ai fait un test. En principe, je n'ai pas été contaminé par le Covid. Mais c'est vrai tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que ces 4 derniers jours, j'étais plus qu'enrhumé. Enrhumé. Enrhumé, oui. Alors, d'abord, mes chers amis, nous allons voir une petite vidéo, un petit montage pour voir Wahran, côté cour, côté balcon, plutôt côté vitrine, et côté arrière-cour, ce qu'on ne montre jamais. Regardons.
Brahim Younsi, voilà, donc les Jeux méditerranéens ont commencé. Je rappelle que la première affiche des Jeux a été retirée. Il paraît que c'était une affiche plagiée sur d'autres Jeux de la collectivité d'un autre pays, de la Guyane, je crois, des Guyanes françaises. Nous allons la voir, Brahim Younsi, numéro 14, et je vous donne la parole. La première affiche des Jeux méditerranéens de Wahran, qui a été finalement retirée, remplacée par une autre. Il paraît même qu'il y a eu des limogeages. Pourquoi? Parce que cette affiche a été plagiée sur une autre, celle de la collectivité de la Guyane. Brahim Younsi, sur ces Jeux, ces Jeux qui auraient dû donc être ceux de tous les Algériens, pour une fois, des Algériens qui attendent toujours de pouvoir fêter, recevoir les autres, être heureux, pouvoir exubérer, pouvoir jubiler, mais qui nous voient encore des Jeux qui sont récupérés par le régime pour sa propre image. Brahim Younsi. Vous avez montré en l'espace de 2 secondes l'endroit et l'envers de ces Jeux. C'est vrai que techniquement, sur le plan du spectacle, l'événement a tenu la hauteur, il faut le dire. L'événement, sur le plan du spectacle, était bon, était globalement réussi. Mais l'envers que vous avez montré, et puis les discours que nous avons entendus étaient insipides. Les commentaires étaient en deçà de ce que cet événement exigeait. C'était à la gloire du régime. Alors que le côté périphérie, plus que périphérie, le côté, l'envers de ces Jeux, c'est-à-dire la vie de la population d'une ville, d'une grande ville comme Oran. Et nous connaissons tous ce que Oran était, ce que Wahran était. La ville d'Oran, ce qu'était la grandeur de la ville d'Oran, ce que Oran vivait, ce que la population de cette grande ville vivait. Et aujourd'hui, elle est plongée dans la misère. Elle est plongée dans la pauvreté. Elle est plongée dans l'exclusion. Voir ça, et ça c'est bien sûr la vie de l'écrasante majorité du peuple algérien, de toutes les grandes villes d'Algérie, et même des campagnes algériennes. Cette misère. Vous savez, Roger Caillois a écrit un livre qui s'appelle Les Jeux et le masque, ou les masques. Une fois que les Jeux sont terminés, c'est-à-dire que les spectateurs sortent du vertige dans lequel ils se trouvent, parce que quand il y a des Jeux, les spectateurs sont presque toujours dans le vertige. Et les acteurs, ceux qui ont joué, ceux qui ont régalé les Algériens et au-delà des Algériens, avec leur musique, leur danse, tous les spectacles qu'il y a eu, vont enlever les masques. Et ça va être la réalité, cette réalité que vous avez montrée, qui va leur réapparaître ou leur apparaître, y compris les gens qui sont venus de l'extérieur pour assister à ces Jeux. Et nous allons, Brahim Younsi, nous allons montrer des images au cours de l'émission, beaucoup d'images. Restez avec nous, Brahim Younsi. Avant de vous donner la parole, je rappelle qu'une enquête du journal mondialement connu The Economist a entrepris un classement mondial de 173 villes dans le monde, pour les classer en villes les plus et les moins vivables au monde sur des critères objectifs de stabilité, de culture, d'environnement, d'éducation, d'infrastructure et de soins de santé. La capitale algérienne, Alger,
a été classée comme 4e pire ville au monde, en compagnie de Damas, Lagos, Tripoli et Karachi. C'est les 5 derniers classés au monde. Les meilleures villes du monde, selon les mêmes critères, sont Vienne, Copenhague, Genève, Calgary et Vancouver. Alors, nous allons voir d'abord, Idirou Nouren, ce classement, et je vous donne la parole. Idirou Nouren. Brahim a résumé en grande partie mon sentiment quand il disait qu'on montrait Oran, qui est une ville d'histoire, qui a un passé historique énorme, qui a été sous colonisation espagnole, qui a eu plusieurs communautés, dont les Maltais, les Espagnols, et qui ont un rythme de vie, une hygiène de vie, une altérité très marquée dans notre pays. C'est des gens très accueillants. Et quand Brahim dit on nous a montré l'envers et l'endroit, pour l'endroit, on l'a bien compris. Pour l'envers, j'allais le reprendre un petit peu amicalement et lui dire c'est l'enfer au quotidien pour ces familles qui sont complètement déclassées et qui vivent des moments dramatiques, tant au niveau de l'hygiène, tant au niveau de l'habitat précaire, etc., etc. Pour revenir à cette manifestation, je crois qu'il faut la situer sur 3 plans. Je pense que, comme l'a dit Ibrahim, moi j'ai pas vu la cérémonie d'ouverture. Il paraît qu'elle a été réussie, qu'elle a été de très bonne facture. Ça, à la limite, à mettre au crédit des organisateurs. Deuxièmement, je pense au peuple oranais, je pense à sa jeunesse, qui va profiter d'infrastructures, même si elles sont entachées probablement de corruption, comme nous avons l'habitude au niveau de toutes les infrastructures qui ont été réalisées. Mais je me dis que c'est un plus pour le peuple d'Oran et sa jeunesse. Et en 3e plan, par rapport à cette jeunesse, qui va être probablement rémunérée, je parle de la jeunesse qui va s'inscrire dans l'organisation et qui vont accompagner les délégations étrangères, c'est une bonne chose aussi. Par contre, si vous voulez, le traitement médiatique qui arrive comme une petite bouée de sauvetage pour le régime en place, évidemment, il est tout à fait critiquable. Je pense qu'il faut observer aussi que les Jeux méditerranéens, c'est des Jeux de très moyenne importance. Ils ne sont pas aussi médiatiques que les grands championnats européens mondiaux, que ce soit des grands prix tournois ou que ce soit des grands prix de tennis. C'est vraiment des Jeux régionaux. Il y a 26 pays, 27 qui participent. J'ai essayé de lire tout à l'heure, nous avons pratiquement aucune relation économique avec plus d'une vingtaine de ces pays. Je parle d'Andorre, je parle de Saint-Marin, je parle de toute l'Europe orientale, de la Syrie, du Liban, etc., etc. Donc c'est de moyenne importance. Et je pense que les chancelleries font leur travail. Ils savent très bien que cette opération cosmétique n'a pour objectif que de dire que l'Algérie est un dynamisme développement, et qu'elle est là, accueillante, fière, méditerranéenne. Ce qu'on peut peut-être reprocher, c'est de pouvoir s'inscrire sa politique, et tenter qu'il en est une dans l'espace méditerranéen. Pas à l'œuvre de cette action, on pourra juger de ses intentions. Mais je reste convaincu que ces Jeux vont durer une quinzaine de jours, me semble-t-il, et qu'après, ce sera l'enfer au quotidien pour le peuple oranais et pour l'ensemble du peuple algérien. Rien de nouveau à l'ouest du pays. Très bien. Alors, Idir, nous allons continuer. Nous allons voir d'abord un côté vitrine, puis un côté misère. Il y a plusieurs extraits d'un excellent travail effectué par des gens qui ont publié ça. Vous allez voir leur logo sur les extraits. Et nous reviendrons, Brahim Younsi et Idir Nouren, sur cette question. La présence des spectateurs. Est-ce que Tebboune aurait pu se permettre le luxe d'aller
directement rencontrer des spectateurs normaux, j'allais dire, qui achètent eux-mêmes leurs billets, qu'on n'a pas sélectionnés. Mais avant, Wahran, feu d'artifice. Feu d'artifice et laser, et maintenant nous allons voir Wahran misère, Wahran arrière-cour. حتما ستشد أنظار قاصدي مدخل وسط مدينة وهران الجميلة تلك الأبراج الشامخة الرائعة، لكن لا أحد يتوقع وجود كهوف تحت هذا المكان تأوي عائلات جزائرية بأطفالها. عمي الخديم الحبيب قصد رفقة زوجته وأبنائه هذا الجحر سنة 1999 بعد قرار طرد قضائي من مسكن والده. تكلم معي ابويا خرجتني بالقانون، ما تورت نروح جيت انا. هذا البلاصه تاع امي اللي فيها توت. احنا خرجنا بيسي، كان جدي الله يرحمه دار سكن على مرت جدي، خرجتنا ما رانا هنا من 99 في الأكتوبر 99. انا نقول له قريب واحد الشباب ورانا هنا جاو مركا وجاو صوروا وجاو كل شيء منا. رحنا لاميري، رحنا الدائره، رحنا اي بلاصه ما كانش يستقبلوا. كانوا حينها 6 أفراد واليوم هم 4. بون الخو ميت في 2006 في البحر، والوالده متوفي في 2009 مرض كان فيها كونسير في الصدر. انا في 2009 موراها بشويه غير شهر طحت هنا داروا حديده في الكرع. عام اللي فات ولد اختي عندها 5 سنين طحنا من الجبل. التهميش واللامبالاة لقضية عمي الحبيب الإنسانية وسعت رقعة الإحساس بالانتماء لهذا الوطن. انا ما نحس روحي بدي ننتقل، انا ما نحس روحي بدي ننتقل. وصار عليه ما حد بروسيس دارت فينا بروسيس باطل دارت فينا، ما يعطوني لا اكثر ولا افطر ولا اكثر وزياده. ورغم ذلك نصبت عائلة الخديم العلم الوطني شامخا تعبيرا عن أمل في الترحيل قد يرفرف هلاله يوما ما. Brahim Younsi, est-ce que M. Tebboune aurait pu se permettre le luxe d'aller normalement inaugurer ces Jeux devant un public qui ne soit pas sous contrôle? Permettez-moi de faire deux remarques me concernant. J'ai mal cité Roger Caillois. Son livre, c'est Les Jeux et les Hommes, le masque et le vertige. Comme ça, s'il y a des téléspectateurs qui voudraient le voir, voici son vrai titre. Et puis, j'ai parlé de l'endroit et l'envers. Camus a écrit un livre qui s'appelle L'envers et l'endroit. Donc, mais je ne pensais pas à Camus quand je parlais de l'endroit et l'envers. Hein? Voilà, 2 rectificatifs. Je ne crois pas que l'équipe qui a autour de Abdelmajid Tebboune, qui a préparé cet événement, parce que c'est un grand événement, les Jeux méditerranéens, et laisser cela au hasard. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, vendre des billets par Internet, etc. Je ne le crois pas. Je crois que les spectateurs qui se trouvaient dans le stade d'Oran étaient triés sur le volet. Vous savez, je pense que vous vous rappelez vous-même, et mon ami Idir, et sans doute beaucoup de téléspectateurs, de l'affaire Wagner. Vous savez que Wagner était antisémite et qu'il jouait un opéra à Berlin, je crois.
et que la communauté juive d'Allemagne ou de Berlin avait acheté tous les billets. Tous les billets. Et Wagner, l'opéra de Wagner a été joué sans un spectateur dans la salle. C'est dire que la technique qu'a utilisé le pouvoir d'Alger, c'est d'avoir vraisemblablement, entre guillemets, acheté tous les billets. Il a offert les billets aux personnes de personnalités qui l'entourent et plus largement pour qu'elles occupent l'ensemble des sièges du stade d'Oran. Et je crois que les Algériens n'ont pas assisté de façon directe à ces jeux. Mais si tel est le cas, si ça se vérifie, Brahim Younsi, cela dénoterait d'un mépris absolument incroyable pour la population de la deuxième grande ville d'Algérie. Parce que ça ne peut pas se cacher. Si demain les gens apprennent qu'une partie était des militaires, que l'autre partie c'était des parents du régime, des familles choisies un peu pour donner le change, ça ne peut pas se cacher, ça va éclater en plein jour. Vous nous avez montré des images qui donnent les larmes aux yeux. Celles de nos compatriotes que vous nous avez montrées, que dont certains habitent des grottes, si j'ai bien vu. Est-ce que cette population, ces familles, ces hommes que vous avez montrés, ces femmes que vous avez montrées, ont les moyens de se payer un billet de spectacle, un billet de stade comme celui pour les Jeux méditerranéens? Je ne le crois pas. Vous nous avez montré dans ces images la misère personnalisée. Pardonnez-moi juste, ce n'est pas une anecdote. Je suis rentré en Algérie en 1990 pour la première fois après de très nombreuses années d'exil. Et j'étais placé en résidence surveillée, mais on m'avait permis de sortir le vendredi. J'en avais profité pour aller visiter des gens. Et je regardais de belles jeunes filles de 20 ans, de 25 ans. Mon ami Idir, qui est docteur en dentisterie, me le confirmera, pratiquement, entièrement, totalement édenté. Cela montre l'état de misère dans lequel se trouvaient beaucoup de familles. J'étais vraiment très surpris que l'Algérie de 1990, des jeunes filles soient édentées à ce point. C'est dire que... Les sans-dents, comme les a qualifiés François Hollande. Les sans-dents. Les sans-dents, oui. Et il y a beaucoup de sans-dents en Algérie, hélas, et des sans-dents qui sont totalement et intégralement méprisés. Je ne crois pas que ce soit cette population-là qui a assisté à ces Jeux méditerranéens qui ont été réservés à une certaine catégorie de la population. Restez avec nous, Brahim Younsi. Idir Oulnourn, avant de vous donner la parole pour répondre à cette question, si vous pensez vous aussi que Tebboune ne pouvait pas se permettre ce luxe et que ça a été organisé d'une façon ou d'une autre, on ne sait pas encore. Je vais vous laisser regarder et écouter cet extrait. Je dirais un petit 15 minutes. Et c'est ça qui me rend triste vraiment pour l'Algérie et les Algériens. C'est les déchets, quoi. C'est vraiment très triste. Mais bon, on va pas en parler tous les jours. Ils le savent très bien. La plupart me l'ont dit que c'était un gros problème ici. Il faut faire l'impasse sur ça et justement profiter des bons côtés de l'Algérie, c'est-à-dire des gens, de l'accueil, de l'hospitalité, des sourires, des partages. Salam alaikum. Ça va bien, la baisse? Vous voyez ces sourires. Shukran. Merci beaucoup. Oui. Vous voyez, moi ce que j'ai pu remarquer avec mon œil de voyageur et de touriste, hein, bien évidemment je ne suis pas d'ici, c'est qu'on alterne entre des habitations assez modernes, des infrastructures coloniales, on va dire, surtout à Oran, qui a une grande histoire, un grand passé avec la France, mais aussi avec des infrastructures
Attendez, désolé, j'ai été interrompu par les deux petits gamins qui me demandaient ma chaîne YouTube. Trop mignon. Donc je disais, on alterne aussi avec des infrastructures où, vous voyez, qui malheureusement sont en mauvais état, quoi. Mais c'est la réalité des choses. Il faut montrer aussi un petit peu la vie sans filtre. Ce serait trop facile de dire que tout est beau, que tout est bien dans un pays quand on voyage. Il faut aussi montrer la vérité, le quotidien des gens, en fait. C'est ça qui est important. Et voilà, je suis pas là pour parler de questions de politique ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour montrer la vraie vie des gens qui vivent ici, sans filtre, avec ma caméra et ma bonne humeur, comme toujours. Par contre, l'avantage, c'est qu'ici, au moins, c'est très calme par rapport au souk. On se sent bien, hein. C'est très chill, hein. On entend les bruits des coqs. On est plutôt bien dans ces petites ruelles, finalement. Parce que le souk qui est avec une caméra, c'est une sacrée expérience. Salam alaikum. La baisse. Je dirais un petit 15 minutes. Et dire la vraie vie sans filtre derrière les vitrines, les façades Potemkin, mais sinon dire sur la présence de ces dizaines de milliers de spectateurs, dont beaucoup criaient le nom de Tebboune, qui étaient très heureux, qui étaient bien organisés. Est-ce que vous pensez que c'est un coup tordu, que ces spectateurs sont sous contrôle, étaient sous contrôle? Vous savez, il y a des précédents dans ce que vous dites. Rappelez-vous des meetings qu'organisaient le FLN et le RND quand ils arrivaient à acheter de clientèle des wilayas limitrophes et les faire venir à des meetings pour donner l'impression qu'il y avait une espèce d'engouement pour leurs programmes respectifs. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, je pense qu'ils ont dû prendre, j'allais dire, acheter quelques clientèles dans le tissu associatif, mais pas simplement dans la ville d'Oran, mais plus largement dans toutes les wilayas de l'ouest de Sidi Bel Abbès, en passant par Elzane, Mostar et Mascara et toutes ces wilayas-là. Je ne pense pas qu'ils aient pris le risque, justement, comme vous l'avez si bien évoqué lors de notre édito, de prendre le risque d'avoir des slogans anti-pouvoir pour un événement qui est censé être sportif, culturel, festif. Donc, il ne fallait pas justement que ça puisse perturber, disons, le programme initial. Moi, je trouve que c'est même pas une forme de mépris. Le pouvoir est dans son rôle. Mais ça prouve encore une fois que les méthodes utilisées, c'est des méthodes non démocratiques, c'est des méthodes à la limite fascisantes, dans le sens où c'est l'image transgressive qu'on donne de la société oranaise, qui est une société très pleine de vitalité, pleine de créativité, qui a le goût de vivre, qui a le goût, comme vous l'avez dit, de festoyer. Et il me semble que à ce niveau-là, ils sont dans leur rôle. Ça me rappelle un meeting qu'avait organisé M. Bouteflika pour son deuxième mandat, où à la Maison de la Culture, ils avaient sélectionné, bien évidemment, beaucoup de personnes. Il y avait eu 3 barrages de police avant d'accéder à la Maison de la Culture. C'est pour vous dire que le filtre était extrêmement présent. Et évidemment, le meeting de Bouteflika qui s'est fait dans une salle fermée, pratiquement, il n'y a pas eu d'incident. Alors que lors de ses premiers meetings, il avait été caillassé. C'est vrai que ce n'est pas une méthode très démocratique, mais n'empêche qu'il avait été caillassé. Pour en revenir moi je pense qu'ils sont dans leur rôle, mais ce qu'il y a de dramatique, vous l'avez aussi évoqué, il n'a pas fait une visite sur le terrain, ne serait-ce que dans son douar d'origine, dans les hauts plateaux du sud-ouest. Rappelez-vous, durant la campagne électorale, ni un meeting à Constantine, ni un meeting à Alger, ni dans les grandes villes. Et pas simplement lui, tous les candidats. Vous avez même remarqué, je me souviens très bien, vous avez dit dans votre édito de l'époque qu'ils ont profité de la gentillesse et de l'extrême sens de l'hospitalité des populations de haut plateau et des populations du Grand Sud. Donc rien d'étonnant à ce niveau-là. Mais il demeure, pour moi, les chancelleries savent véritablement ce qui se passe. Donc c'est pas j'allais dire, on dirait,
J'appelle ça un artefact. Un artefact en Mais radiologie, c'est une fausse image. au-delà des chancelleries qui, elles, connaissent la situation, qui savent ce qui se passe vraiment, vous n'êtes pas étonné de ce blackout, cet énième blackout de la presse qui n'a pipé mot sur cette histoire, par exemple d'un Tebboune qui prend le risque d'aller dans un stade, sachant ce qu'il y a dans les stades, sachant que toutes les chansons du Hirak sont sorties du stade, que tous les leitmotivs, tous les slogans, dont Tebboune Mzaour Jabou al-Askar, pourquoi ne s'est-il pas risqué alors dans ce cas à aller visiter Wahran, tout simplement la ville? Surtout pourquoi n'a-t-il pas visité les gens qui ont été victimes du séisme d'hier? Pourquoi la presse n'a pas dit un seul mot sur ça? Vous connaissez très bien l'état de la presse de notre pays et le fait qu'elle soit maintenue de manière artificielle, non pas par leur contenu éditorial, mais plus par la publicité qui leur donne la visibilité et surtout une grande permanence. Moi, je ne commenterai même pas la presse. La presse, elle est dans son rôle. Regardez, même du côté de la presse francophone, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Quand on voit certains quotidiens, comme l'Expression le soir, qui ont perdu toute vertu, ne serait-ce que de dire l'information et de la transmettre de manière correcte. Enfin, là, c'est un autre débat. Moi, je pense que c'est à travers ce genre de pratique, ça n'honore pas d'abord les institutions, comme je dis souvent, cette crise, la crise des institutions est une crise extrêmement dangereuse pour le pays. Quand je dis institution, c'est la présidence de la République, c'est la chefferie du gouvernement, c'est le Parlement qui doit être le cœur palpitant d'une démocratie, et ça devient un enterrement de janaza. On a l'impression que c'est un cimetière. C'est toutes ces questions, ça renvoie à tout ça. Mais quand vous voyez un pays qui n'arrive pas, par l'intermédiaire de son ministre du Commerce, à réguler le sachet de lait qui est encore en plastique, à réguler l'huile, à réguler des produits de première nécessité, imaginez-vous 2-3 étages plus haut, où il y a de la culture, où il y a du dynamisme, de la jeunesse. C'est pas possible. J'ai l'impression qu'on est en train de commenter ce qui n'est pas commentable. Restez avec nous et dire, nous allons encore voir Wahran côté arrière-cour. Regardez. عائلات اللي عايشين مع الكلاب حاشاكم مع شر الكلاب رانا في غبينه كحله رانا غير نزيدو دروك تاليه ثاني دروك رانا في البق الكور تاعنا رانا غير بق رانا غير نحكوا هذه حاله على راكم مخلينا هنا حنا مازال ما فهمناش من هاك وهاك براويه يجوا يدخلوا غير شهر يرحلوهم وحنا توجور هنا ما على باليش انا شكاين انا راكم باغينا تنبدو نموتوا بالواحد ديجا جارنا مسكين ها راه مات الشيباني مسكين مجاهد كبير ما سلتوا عليه ما والو جيتو غير خاطر قدام الكاميرا بينتو كاع تاليتها خليتوه مسكين هنا حتى راه باغي يموت راه ينوض بالسكنه ويرقد بها حسبي الله ونعم الوكيل هذا ما نقولوا نطلب مني ان شاء الله يفرجوا علينا كيما كاع الناس انا في قريب عام ولا عام ونص ما بان والو الناس من مورانا عطاوهم من مورانا داو حنا ما غانا غير ساكتين ونشوفوا داو دروك حنا شنديروا بيساغ انا اقسم بالله لا انا مرضت دخلت للسبيطار قعدت 25 يوم من ريحه تاع الكلاب فت هنا خويا 20 يوم وانا مريض في السبيطار هنايا دروك انا الشاف داير حنا ما فهمناش حنا قلنا غنعطيكم ونعطيكم يدوم اخرين حنا الوالا حنا ما كاينش اللي يعرف لا فويه تاع الكلاب ما يعرفها انا بويا الله يرحمه مات هنايا. Désolé de vous imposer ces images, ces témoignages. Il le faut bien. Houma, il ouvre le côté vitrine et nous, on montre le vrai côté de la vraie vie, tel que ça se passe réellement. Brahim Younsi, nous allons encore... je vais vous donner d'abord la parole. Pour ce classement par de économistes d'Alger parmi les 5 pires capitales au monde. Alger classé avec Damas, une ville en guerre complètement, avec Lagos, avec Tripoli, notre ville en guerre, avec Karachi. À un moment où Tebboune, dans quasiment tous ses discours, il tape sur la table pour dire Qawwa Dhariba, parce que l'armée dispose de l'un des budgets les plus importants au monde à population correspondante. Brahim Younsi, sur ce classement.
depuis plusieurs années, Alger est très mal classée comme capitale dans le monde. Elle a toujours été quasiment mal classée, mais elle a trouvé parmi les 4 dernières capitales, dont 2 sont en guerre ou ont été détruites par la guerre. C'est dire que Alger, vu de l'extérieur, est une ville en ruine. Lagos a toujours connu les mauvais classements. C'est une ville, je ne suis pas allé à Lagos, mais ceux qui sont allés dans cette capitale l'ont trouvé infernale. Et Alger, en effet, est devenue une ville infernale. Ce que vous avez montré comme image sur Oran, c'est toutes les villes d'Algérie. C'est Annaba, c'est bien sûr Alger, c'est Bougie, c'est Constantine, c'est toutes les villes algériennes qui connaissent les mêmes problèmes, les mêmes misères. C'est-à-dire que c'est sur l'ensemble de l'Algérie que nous retrouvons la misère qui ne cesse d'augmenter, contrairement à ce que le pouvoir en place nous raconte. Vous savez, les pouvoirs comme ceux d'Alger se légitiment par 2 choses, par le conflit ou par les événements internationaux comme les Jeux méditerranéens. Ce n'est pas un hasard. Vous vous êtes posé la question dans votre éditorial. Pourquoi Tebboune n'a visité jusqu'à maintenant, 2 ans et demi après son installation à la présidence de ce pays, je ne dis pas à la présidence de la République, mais à la présidence de ce pays, de l'Algérie, c'est tout simplement parce qu'il ne pouvait pas montrer les mains pleines, comme diraient certains. Il a attendu, et il est sur la route pour cela de Houari Boumdine, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Houari Boumdine a attendu au moins 2 ans pour se montrer, pour faire entre guillemets un bain de foule, aller rencontrer la population, parce qu'il avait engagé l'Algérie dans le conflit israélo-arabe en 1967. Il avait pris un peu d'aura. Et puis, après cela, c'est les différents sommets internationaux, ce qui a constitué aussi un spectacle dans le pays. Les différents sommets, le sommet africain, le sommet arabe et l'apothéose, le sommet des non-alignés. C'est par des événements de ce type que les dirigeants non légitimes à l'intérieur tentent de se légitimer. C'est ça aussi le masque vertige. Et une fois que ces jeux se terminent, les Algériens vont retrouver la réalité, parce que les Algériens sont certainement devant leur télévision, les Algériens vont retrouver cette amère réalité que vous montrez. Très bien. Alors, nous allons encore voir, je vais devoir vous infliger d'autres images de nos compatriotes qui vivent, comme le dit si bien Brahim, non pas dans l'envers du décor, mais dans l'enfer du décor. Regardez. بهذه الكلمات المؤلمة وصف شاب من إحدى مناطق الظل بولاية وهران واقعهم المؤلم. الجزائرية وان زارت عددا من القرى بولاية وهران، قرية السلاطنة، العوامر ومولاي إسماعيل، أين لا يزال يعيش الأهالي في قرى تنعدم فيها الكثير من مقومات الحياة الأساسية. عزلة وتهميش بشكل مزمن. راهم يقولوا الجزائر عز وكرم، وراه العز وراه الكرم. راهم يقولوا هذو جات دولة جديدة. الله يرحم بوبيتي نسقسيك، هذه قرية ثورية. فرنسا كان تسقسي فرنسا يعرفوها، وشاف دايرة ما يعرفهاش. فايت القفار بشويه، رانا في 2020 بصح فايت القفار بشويه. فالاهل قريب اهل الحجري المشاكل كلش ناقص، حتى حاجه ما راهينيش. مثلا كيما طريق ما كاش، ترانسبور ما كاش، باه تشري حانوت ولا حاجه هنا ما كاش. خصنا ب 15 يوم
يجي خطره عصريه يطفى في الليل على 12 تاع الليل يطفى. ديسبونسار جابوا لنا بناوها هنا وخلاوها هنا. هنا مرات تشدنا في الليل شحال من خطره مرات في الليل ندوها تولد في الطريق. راكم تشوفوا هذه دار شباب ما فيها والو، لا ما فيها لاباب يفوت للدراري، ما فيها بيار، فيها زعما غير قهوه وصاي. هذا مكان ما فيها والو، خاويه غير معدود علينا دار شباب وصاي. هنا القريه هذه ما زادش فيها سكن من 75 اللي لوتيران، وعندنا السكن الريفي رانا مستفادين من السكن الريفي من 2012. Encore les dernières images, allez. حياة معيشية صعبة داخل مغارة لا تختلف عنها في العصر الحجري القديم، في ظروف أكثر من صعبة ومكان يفتقر لأدنى شروط العيش الكريم. عائلات تطالب بالتفاتة عاجلة من السلطات المحلية لإخراجهم من هذه الوضعية المزرية. أنا ساكنين في مغارة، ما كاش اللي راه ساكن في مغارة، ما كاش اللي يقعد فيها يدير قيطون وما يقعد فيها. حنا ما خرجناش باغي نخرجوا منا وهكا غادي نديروا قواطين ونخرجوا وما نقعدوش في هذه الحالة لاخاطش راه مطرطق علينا. تحية الجزائر. ورانا هنايا راك في بلدية بوفاطيس. بوفاطيس. هنايا وهذا الباطي اسكاني تاع من هذو تاع الاخر يقول لي عليهم سوسيال هذو سوسيال واه ار بلس 1. ايوا هذو فيهم بريمير فيهم ريسورسي بريمير دوزيام. ومن الروكار بنا حاشا خويا سالم ما كاش كاع. كيف ما كاش الروكار؟ ما كاش الروكار والو، ما دايرين نقيسوا على برا. هذا مكان نقيسوا على برا حاشا خويا. لا واه ساعدكم انتم ساكنين هنا. Idir un dernier tour de micro sur cet enfer du décor. Idir le rhume, le Covid qui fait son effet. Un peu fatigué, je vous l'avoue, mais bon, ça va, je tiens tout. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés malgré votre état. Merci. Ce que je voulais dire, Brahim m'a résumé la qualité de vie d'une grande ville, d'une grande capitale comme Alger, et qui se classe parmi les dernières au monde, au même titre que Lagos, Karachi et que Tripoli. Quoi dire de plus? Alger, qui est une ville chargée d'histoire aussi, ou même au niveau de l'architecture, à part l'architecture mauresque héritée de l'Empire ottoman et de quelques immeubles haussmanniens et certaines perspectives architecturales qui caractérisent Alger. Nos urbanistes, nos architectes, c'est pas de leur faute parce qu'on a de brillants architectes en Algérie, n'ont pas eu ce que je pourrais dire le pouvoir nécessaire de penser la ville à travers la culture, à travers la mobilité, à travers l'accessibilité, etc. Ce qui a lieu de dire aussi, c'est qu'Alger, qui était conçu pour être une ville qui devait donc contenir au maximum 2 500 000 habitants, s'est retrouvé sur le poids de l'exode rural dans les années 60, 70 et même 80, étouffé. Et c'est là où on note les politiques mal pensées. Il serait temps peut-être de prendre conscience de ça, parce que les images que vous nous avez montrées, moi je suis militant des droits de l'homme, comme vous le savez, pour moi c'est une violation des droits de l'homme, parce qu'ils n'ont même pas accès à ce qui fait la vie, c'est-à-dire à l'eau courante, au sanitaire, à la mobilité, à l'éclairage public, à la santé. C'est toutes ces questions qui doivent être pensées justement dans le cadre de la reconstruction du pays, mais avec une vision, une autre type de vision. Je vais citer Gramsci, que Brahim ne m'en veuille pas, mais il faut à tout prix que nous commencions à mettre l'être humain à travers la culture comme étant le centre d'intérêt, évidemment, avec tout ce qui a trait aux nouvelles donnes environnementales. Il est temps peut-être de le faire. Nous avons eu largement les moyens de le faire, de construire une autre mentalité, de redonner le lien social entre les quartiers, donner de la mobilité, donner l'envie d'être ensemble, de construire le lien national à travers des choses toutes simples. Et là, nous payons évidemment les politiques pas pensées ou pas pensées du tout. Comment voulez-vous, quand on voit le petit reportage de la dame qui s'est payée, du monsieur qui vit dans une grotte et l'autre qui dit je prends ma douche et je ne sais pas où les eaux usées atterrissent. C'est un crime, non seulement un crime sanitaire, mais
mais c'est faire vivre des concitoyens à nous dans des conditions exécrables, indignes d'un pays producteur de pétrole, de gaz, d'énergie. C'est vraiment pas possible. Voilà. Merci Idir. Brahim Younsi, avant de vous donner le mot de la fin, regardez ce sniper qui était juché quelque part sur les structures du stade. Et bien sûr, de bricolage en bricolage. Généralement, les snipers ne se voient pas. Personne ne les voit. Eux, ils voient tout le monde, mais eux, personne ne les voit. Et là, regardez, filmez le sniper. Regardez-le. D'ailleurs, il a failli tomber, on a eu l'impression, à un certain moment. Regardez, Brahim Younsi. Brahim Younsi, vous avez le mot de la fin. C'est dire que Tebboune est en sécurité. Vous savez, vous connaissez certainement, c'est un grand livre de Guy de Maupassant. Et Guy de Maupassant avait dit, je crois que la phrase n'est certainement pas fidèle, si le paradis existait, il est à Alger. En tout cas, il a dit, j'ai trouvé le paradis, il est à Alger. Au XIXe siècle. Malheureusement, l'Algérie était colonisée. Mais il disait que Alger était le paradis. Aujourd'hui, c'est un enfer. Malheureusement, ce que vous avez montré, ce que nous connaissons déjà, c'est un crime contre l'humanité algérienne. Parce qu'ils sont en train de tuer, d'assassiner le peuple algérien, purement et simplement. Faire vivre l'écrasante majorité des Algériens dans les conditions où on les fait vivre, c'est vouloir les exterminer. C'est une œuvre d'extermination nationale qui est à l'œuvre, malheureusement. Brahim Younsi, merci beaucoup. Idir Ounnourn, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. بقوا على خير بالسلامة ربي يجيب الخير.